Jacques, nous avons quelques minutes quand même pour évoquer des questions à propos des deux dernières présentations. Samir ? Merci Jacques pour cette excellente analyse. Je suis pour rien là. Ça marche? Merci. Ouais. Jacques, tu nous montrais que finalement le taux de naissance varie de 10 à 40% selon le pays. Et la France est quasiment au milieu pour se référer aux résultats de 2006. Donc ça voudrait dire, si on améliore nos résultats 2 points par an, est-ce que ça pouvait vouloir dire dans 10 ans, on prend la tête de peloton, premièrement? Et dans ces cas-là, as-tu regardé dans les bons pays qui sont toujours stables et qui améliorent toujours? Ça voudrait dire, nous, si on n'a pas un sursaut important, on restera toujours soit au milieu, soit dans la queue de peloton. Parce que ça ne montrait pas dans tes conclusions, qu'est-ce qui explique pourquoi la France, tu nous montres quasiment la même population, mais je ne crois pas que la notion de la gratuité fait la différence entre tel ou tel pays. Bon, la notion de gratuité... Est-ce que tu peux spéculer un peu pour voir dans quelle année on peut devenir le meilleur? Alors, tout d'abord, je ne suis pas Madame Irma, et ce que j'ai observé, c'est ce que j'ai observé dans le passé. Et j'ai pas tellement les moyens de dire ce qui se passera dans le futur. Dans le futur, si, on peut toujours... Enfin, ce que je crains, quelque part, c'est que, quelque part, on normalise la situation française par rapport à la situation d'autres pays, et que donc on prenne en charge de moins en moins des couples dont les chances de succès sont encore non négligeables, mais plus basses, et que du coup, on ait une manière d'augmenter les résultats de manière un peu perverse. Tu vois ce que je veux dire? Que si on veut améliorer en disant on prend que les bons cas, par exemple, on va améliorer, et la tendance qu'on peut peut-être avoir par rapport aux pays européens où la durée d'infécondité est inférieure, c'est peut-être qu'on ait une durée d'infécondité qui s'abaisse, que peut-être on arrive plus vite à la FIV par rapport au traitement précédent, et peut-être qu'on ne sélectionne pas pour la FIV des couples qu'on aurait sélectionnés avant. Si. C'est significatif après... Et c'est 2% non significatif, mais 2% déjà à partir de 2 ans, il y a une évolution progressive. Oui. On avait pris la borne 10 ans parce qu'elle était la plus importante, mais ça commençait avant. Voilà. Je ne sais pas, tu avais une autre question? Non. Joël, il y a vas-y. peut-être une autre réponse en même temps. La plupart des chiffres européens sont publiés dans le Human Reproduction de mars 2008. Et je vous invite à regarder, parce que faute de temps, on ne pouvait pas passer plus, la proportion de femmes de moins de 30 ans, en France, c'est la plus basse. Et dans les pays nordiques, dont on nous rebat les oreilles de leurs résultats, c'est la plus élevée. Et je vous invite à regarder à l'extrême droite la colonne des pays de la proportion de femmes de plus de 40 ans. Nous sommes pour la FIV très nettement ceux qui en faisant le plus des femmes de plus de 40 ans. Pour l'ICSI, les choses sont peut-être un tout petit peu moins nettes, mais alors pour les femmes jeunes, c'est exactement la même chose. Donc oui, on sait, Samir, comment améliorer, mais ta question, elle est quand même judicieuse comme d'habitude. Est-ce que tout le monde ne va pas améliorer en même temps ? Alors, comme justement cet aspect de la question à laquelle j'ai pas répondu, tu disais, on est plus justement, les résultats sont améliorés. A priori, on s'est amélioré même dans le positionnement par rapport au reste de l'Europe. On est monté un peu. Et il faut bien regarder que si on compare les résultats par rapport à l'Italie, aux grands pays, disons, à l'Italie, à l'Allemagne et à l'Angleterre, ils ne sont pas extrêmement différents des résultats dans ces pays-là. Ça ne veut pas dire qu'on n'ait pas d'amélioration à faire. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas non plus complètement se jeter la pierre. Ça veut dire qu'il faut réfléchir à définir quelles sont les raisons réelles de ces différences. Sylvie Alvarez. Moi, ce qui m'inquiète, c'est de savoir, est-ce qu'on peut avoir les indicateurs qui pourront analyser les causes de ces mauvais résultats? C'est-à-dire, autrement dit, est-ce qu'on ne pourrait pas analyser autrement les résultats et trouver les indicateurs péjoratifs à nos résultats? C'est une question pour... Un des deux. C'est les bons cas ou c'est les bons indicateurs? Tout ça fait partie des analyses, mais est-ce qu'on peut répertorier les indicateurs? Alors pour les indicateurs, on a un gros problème pour les indicateurs. On aurait bien voulu utiliser un indicateur de réserve ovarienne. Mais comme l'a dit Charles, l'AFSH à J3, elle est mesurée que dans un tiers des cas, donc on perd énormément de puissance dès qu'on la met dès qu'on l'inclut dans les modèles multivariés. Et on n'a pas non plus d'indicateur sur l'AMH. On n'a pas de mesure de l'AMH. Alors, est-ce que dans cette fiche de renseignement que nous envoyons tous les ans,
à part ces indicateurs de la réserve ovarienne, il n'y aurait pas aussi des indicateurs biologiques comme les lieux de culture utilisés dans les laboratoires, etc., etc., etc. Alors là, on ouvre un vaste débat. Juste peut-être un commentaire. C'est que on peut essayer, c'est pas forcément évident, de définir une population de référence. C'est ce que Charles vous a exposé avec les limites liées au modèle lui-même. Ça, c'est quelque chose qui permet de vouloir faire une comparaison entre centres. Mais par rapport au problème qui a été évoqué par le dernier exposé, c'est-à-dire le problème de savoir pourquoi la France se situe à cet endroit-là, qu'est-ce qui ferait qu'elle pourrait s'améliorer, pas s'améliorer, plus vite que les autres, moins vite que les autres, etc. Il y a un problème beaucoup plus fondamental qui est posé. Le problème fondamental, par rapport aux disparités qui ont été soulignées entre les pays, c'est de savoir, à partir du moment où on va considérer une population inféconde, et où on va prendre en compte la prise en charge possible par l'induction de l'ovulation, par la pratique de l'insémination, par la pratique de la fécondation in vitro, quelle est l'efficacité de pays à pays de ces procédures? Entendons-nous bien, on a fait ressortir le fait que dans certains pays, les pratiques d'insémination, c'était peanuts. Est-ce qu'ils ont tort ou est-ce qu'ils ont raison? La seule façon de le prouver, c'est de l'évaluer, c'est-à-dire d'évaluer l'efficacité globale du système, et pas seulement l'efficacité en termes bruts de pourcentage de grossesse, mais l'efficacité en termes de relation coût-efficacité. Oui. Si, par exemple, on prend le dernier papier du British Medical Journal de l'équipe de Alan Templeton, ils font une étude et ils disent, écoutez, la pratique d'insémination sans stimulation dans les stérilités inexpliquées, c'est peanuts. Ça sert à rien. Ah, mais ça marche. Bon, mais encore faut-il définir bien la population, etc. Je veux dire, à ce moment-là, on est dans cette phase-là, parce que si on se cristallise un peu trop sur le fait de vouloir dire, comparons-nous de pays à pays, voyons si on peut faire une FIV meilleure que le voisin, c'est pas sans intérêt, on est d'accord, mais on passera toujours à côté peut-être du problème réel, c'est qu'il s'agit de savoir si nous, en France, avec nos pratiques d'induction d'ovulation, nos pratiques d'insémination, et au final, ensuite, un petit peu plus tard, d'après ce qui est dit, avec nos pratiques de fécondation in vitro, est-ce qu'on est aussi efficace, moins efficace? Ça, c'est une vraie question, non? Oui, c'est vrai que le problème, c'est la prise en charge totale de l'infertilité. Au départ. Il y a un vrai problème comme ça. Philippe Merviel. Sylvia. Il y avait une question de Philippe Merviel. Quant aux visites des centres, parce qu'on a fait des visites des centres, etc., c'est vrai que c'est très intéressant parce qu'on voit les équipements, par exemple. C'est-à-dire que quand on visite un centre à Barcelone et qu'on voit la quantité des tubes, des matériels et les conditions qui travaillent, c'est vrai que quand on revient, on est un tout petit peu malheureux. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à approfondir autre que des analyses comparatives en permanence sur l'âge des patients, de la réserve ovarienne? Ça chagrine beaucoup quand on revient et qu'on se trouve avec parfois des laboratoires qui sont sous-équipés ou des tas de choses comme ça. C'est ça qui m'inquiète. Peut-être que je suis hors sujet, je suis désolée. T'es pas hors sujet. Non, tout à fait. T'es pas hors sujet. C'est une vraie question, ça, c'est bien. C'est une vraie question. Bien sûr. Je crois qu'il y avait une question là-bas. Philippe Merviel, et je crois que j'ai vu Jacqueline aussi. Deux petites choses. Juste pour Templeton, tu sais comme moi que l'analyse n'est pas forcément très objective, puisque les inséminations sans stimulation sur les idiopathiques, c'est vraiment le plus mauvais des cas. Oui, mais bon, il faut intégrer l'âge des patientes, etc. On est d'accord, mais c'est simplement pour dire que ces choses-là méritent d'être évaluées. J'ai fait un rêve, c'est qu'en France, on puisse avoir 3 résultats par centre. Un résultat global, un résultat sur une bonne cohorte, pour te dire, à Amiens, on a pris des moins de 35 ans, première, deuxième tentative, qui ont eu le transfert de 1 ou 2 beaux embryons. Voilà. Et ça, on le suit comme notre critère de qualité. On a un EPP qui court dessus depuis déjà 3 ou 4 ans. Donc on sait exactement quels sont nos chiffres et on progresse. Et le troisième résultat, c'est des résultats par tranche d'âge. Comme ça, on saura exactement qui fait quoi et qui prend quoi en charge. Parce que je suis persuadé que moi, j'ai reviewé des articles récemment, je veux dire, où on n'a pas l'âge moyen, par exemple, des patientes qui sont prises en charge. On annonce d'excellents taux de grossesse, mais ça mérite évidemment de savoir s'il n'y a pas une hypersélection au départ qui fait que, centre public ou centre privé, nous avons quand même à soigner des couples qui viennent nous voir pour des désirs de grossesse, pas forcément à les relarguer avant même la première consultation. Voilà. Tout à fait. Oui, Philippe, Patrice tu voulais faire un commentaire, à Philippe Merviel, parce que il va exactement dans le sens du topo qu'on a fait sur les bons cas. C'est-à-dire pourquoi on avait choisi les bons cas? Parce que tout le monde voulait aussi qu'on traite ce sujet. Parce que c'est justement définir cette population
de qualité, de les suivre et d'avoir un regard sur les pratiques. Mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que l'âge, les classes d'âge, c'est important, mais c'est évident aussi que les pratiques et dans le laboratoire, et ce que Sylvia a dit, la qualité du laboratoire, c'est essentiel, parce que je voudrais juste dire une chose, c'est que... Attends, non, laisse-moi te répondre. C'est pour ça qu'on a fait a priori, a posteriori, en disant Tout à moins fait. de 35 ans, première, deuxième tentative, Tout à fait. à qui on a transféré un ou deux beaux embryons. Tout à fait. Donc tu as les deux là-dessus. Je veux juste faire une remarque sur un centre néerlandais qui, et c'est pas pour jeter la pierre, hein, du tout, mais c'est pour dire on s'enrichit de l'expérience des autres. Et quand on dit par exemple les États-Unis, ils mettent beaucoup d'embryons, ils ont des bons cas, mais ils mettent plein d'embryons. En fait, les centres européens qui font venir des biologistes américains et qui changent les pratiques sur une analyse d'optimisation et des pratiques, que ce soit d'ailleurs clinique ou laboratoire, leur centre voit automatiquement des taux de grossesse augmenter. Et c'est pas obligatoirement en sélectionnant les patientes et en excluant les patientes qui ont moins de chance qu'on va améliorer les résultats, parce que le but, c'est pas d'avoir de meilleurs résultats en éliminant les mauvais. Le but, c'est de s'améliorer pour toutes les patientes. Donc, pour s'améliorer pour toutes les patientes, il faut améliorer ces pratiques, que ce soit cliniques ou biologiques. Voilà. Bon, alors maintenant, question courte, réponse courte. Patrice Clément et ensuite Jacqueline. Et puis après, je crois qu'il va falloir boucler le... C'était juste pour répondre un petit peu à Sylvia. Dans le guide des bonnes pratiques qui est sorti et qu'on avait écrit, on n'a pas osé mettre de choses plus précises sur les conditions de travail d'un laboratoire, le nombre d'études, etc., le personnel. Il y a actuellement à l'agence un groupe de travail qui travaille sur les missions et les moyens qui devraient être donnés à un centre pour travailler dans de bonnes conditions. On peut imaginer que ce groupe de travail il y a eu un questionnaire qui a été envoyé à tous les centres, dont on espère avoir beaucoup de réponses. On peut espérer qu'il sortira de ce groupe de travail des recommandations qui pourront être appliquées. Et je crois que la même chose avait été faite dans le domaine de la greffe. Et me semble-t-il que ça avait été assez efficace. Donc, je veux dire, je suis très content aussi de la remarque de Madame Prada pour le groupe de financement de cette activité-là, parce qu'on ne peut s'améliorer et que justement si on a plus de moyens, en particulier dans les centres, pas seulement au niveau des fiches biologiques, mais l'amélioration des centres, ça vient aussi de l'amélioration des moyens. Alors c'est pas obligatoirement les patientes qui payent, mais les moyens c'est capital. Dernière question, bref, Jacqueline. Je voulais poser la question de la pertinence du groupe de référence, parce que là on a un nouveau groupe de bons pronostics. Je vous rappelle qu'il fut un temps où c'était les stérilités tubaires qui étaient considérées comme de bons pronostics. Ça veut dire que dans nos groupes de référence, il y a de nombreux biais. Et qu'il faut le savoir. On peut en prendre un, mais il faut rester vigilant et se dire est-ce que c'est le bon groupe. Et je voudrais juste dire, je trouve absolument comme Dominique qu'il est temps d'envisager l'évaluation des résultats à l'aune du traitement de l'infertilité en général. Il me semble que c'est vraiment un problème de santé publique, parce que si en France on fait des cycles de stimulation pour rien, il faut arrêter de les faire. Mais si dans les autres pays on a engagé les couples d'emblée vers des traitements chers, coûteux, lourds et à risque peut-être plus élevé, alors que c'était pas nécessaire, faut aussi leur dire. Absolument. Bien, alors ce qu'on peut conclure, c'est que finalement, cette session aura quand même été génératrice de débat, vous êtes d'accord? Donc on va remercier les orateurs, remercier Madame Prada d'être présente au moment de cette session, et vous remercier pour votre réactivité. À tout à l'heure.